sur Radio Soupente, la station des rapins et des accros de l'art, sans foi, sans loi et sans faire la carpette. L'émission Art Racaille, nous sommes le mardi 23 octobre 2018 et nous allons évoquer au cours de cette émission le musée d'art populaire de Laduz que nos artistes préférés, presque, en tout cas pour l'instant, mais qui le resteront longtemps, les époux Humbert, Raymond et Jacqueline s'accompagnent, ce musée qu'ils ont créé de leur propre petite main blanche d'artistes. Voilà, pierre après pierre, tuile après tuile, ça a duré des années avec l'aide de leurs gremlins, voilà, qui ont des bons souvenirs, d'enfance. Au lieu d'aller jouer avec leurs petits copains, ils allaient faire de la maçonnerie. Voilà, en tout cas, ils portaient les pierres, etc. Ils aidaient comme ils pouvaient avec leur capacité d'enfant. Donc, on va vous parler de tout ça. On commencera peut-être, si ma camarade en est d'accord, par une lecture qu'elle tire d'un ouvrage qu'a écrit la compagne de Raymond Humbert, Jacqueline. Alors ça, c'est pas un ouvrage écrit par Jacqueline. Ah bon? C'est un livre qui est un hommage à Raymond Humbert, ses amis et leurs passions. C'est un livre qui est sorti 2 ans après la mort de Raymond Humbert. On avait précisé la semaine dernière que Raymond Humbert est mort très jeune, à l'âge de 58 ans. Et donc, dans ce livre, on retrouve des textes de leurs amis avec des photos. Et donc, le texte, moi, que j'ai choisi de lire, c'est un texte qui a été écrit donc, par Jacqueline. On cache tout, on me dit rien, quoi. Qui a été écrit en septembre 1991, qui était paru dans la revue Regard, qui est une petite revue d'art et de poésie de Marie Morel. Donc, je vais vous lire ce texte qui s'appelle « La naissance du musée, l'œuvre d'une vie et d'une famille ». Dans une oasis paisible, entourée de champs de blé, de maïs et de colza, se trouve maintenant le témoignage d'un millénaire d'intelligence et de sensibilité populaire. Le musée de Laduz est né un jour de printemps 1977 grâce à Raymond Humbert, un homme étonnant, passionné, persévérant dans ses idées. Un jour de ce printemps-là, les enfants ont surpris leur père dans le jardin, tendant une ficelle et piochant une tranchée. Ils lui ont demandé ce qu'il faisait, il leur répondit « Je fais un musée, vous allez m'aider ». À l'instant même, le premier bâtiment était esquissé, l'œuvre entreprise, Denis avait 12 ans, Vincent 16 ans, Jean-Christophe 18 ans. Mais avant ce jour, depuis notre rencontre aux Beaux-Arts de Paris en 1958, il y avait 20 ans, nous avons accumulé sans autre moyen que notre passion commune une multitude d'objets d'art populaire, de véritables coups de cœur pour des choses simples et belles. Raymond, fasciné par la matière, la rouille, l'usure des outils, le veinage du bois d'une planche à laver si amincie qu'il y paraît en relief, moi par la beauté, la fraîcheur naïve de certains objets. Puis le travail est long, l'acquisition d'une grange en très mauvais état dont il faut retirer la paille, les clapiers à lapin, faire le toit, 2 fois, car le premier laissait passer la pluie, carreler, aménager. Le métier s'apprenait sur le tas. Aux 4 heures, la pause est importante. Je prépare 2 grands goûters, des tartes, du pain perdu. C'est le bonheur sous les cerisiers. Vient ensuite le plaisir pour Raymond de fabriquer des vitrines, de mettre en place, par métier, les outils avec un souci bien à lui d'esthétisme et de logique, du bourrelier, cordonnier, forgeron, charron, sabotier, charpentier, potier, sans oublier ceux des dames, de la dentelière à la lavandière, et toutes ces réalisations créées, telles qu'enseignes, œuvres de maîtrise, objets d'amour faits pour témoigner un sentiment très fort, sont présentés. La première partie du musée est inaugurée à Pâques de l'année 1986. Avec un peu d'angoisse, nous attendons les visiteurs dans ce tout petit village de Laduz, un peu perdu entre Joigny et Auxerre. Ils arrivent, ils se sentent bien, retrouvent leurs souvenirs, leur façon de faire. Des anciens artisans expliquent leur métier, se transforment en guides improvisés. 2 charrons de 80 ans, venus des bords de Loire, chantent spontanément sur les compagnons du devoir. Les gens écoutent, nous sommes tous émus de tant de chaleur reçue. Nous sommes alors convaincus de la réussite et persuadés que notre musée est bien autre chose qu'un musée, et bien plus.
C'est un lieu privilégié de rencontre, de réflexion sur le passé, pour retrouver nos racines, les rapports harmonieux de l'homme avec la nature et avec ses semblables. Contre vents et marées, nous poursuivons car la tâche est immense. Avec nos modestes moyens et notre petites 2 chevaux, nous allons, Raymond et moi, au hasard, à la recherche des objets qui nous plaisent, qui nous touchent, sur les dépotoirs, aux lieux de fouilles, chez les ferrailleurs, les brocanteurs, sur les vides-greniers de nos campagnes, où la civilisation se meurt, dans les foires à la brocante de Brest à Metz, de Toulouse à Chatou, souvent se levant très tôt dans la nuit pour être les premiers sur place au moment du déballage. Notre petit monde de chercheurs est là, on échange nos impressions dans le petit matin. Quelle ambiance! Raymond adore. Il pense à la chose extraordinaire que nous allons découvrir et qui nous apportera le témoignage de son créateur. Les enfants attendent notre retour, curieux de ce que l'on rapportera. La liste sera consignée dans un grand cahier et les objets prendront place dans la maison avant qu'ils ne partent au musée. Nous avons besoin de vivre avec eux, de les apprendre, de les comprendre avant de les transmettre. Tandis que nous continuons à construire avec des matériaux de récupération en allant les chercher sur les décharges, quelques cultivateurs du village nous aident en nous signalant des démolitions et nous apportent la pierre dans leur tombereau. L'année suivante, en 1987, les salles des jouets sont inaugurées. La découverte des jouets pleins de tendresse faits par les parents ou grands-parents autrefois, avec du tissu, de la paille, du bois, depuis la poupée de chiffon, des ours, jusqu'au cheval à bascule fascine les enfants qui sont ravis. Ils le disent, ils l'écrivent. Moi, j'aime bien les animaux, moi, j'aime bien les peluches, moi, j'aime bien les soldats, et moi, j'aime bien les imbères, écrira à la suite une grande personne. La petite maison voisine se trouve en vente, nous n'hésitons pas. Vincent l'achète pour son habitation et la grange pour le musée. Une petite brèche dans la haie d'Aubépine, retravaux, et en 1988, inauguration de la sculpture populaire dans la vie quotidienne. L'art et la vie quotidienne intimement confondus. Œuvre gigantesque, œuvre minuscule, œuvre éphémère, la sculpture populaire s'est retrouvée faisant partie intégrante de notre civilisation. Nous sommes une, toute petite équipe pour tout cela. Nous, Raymond, Vincent, moi et Marie-Josée, notre fidèle amie qui assure aussi toute la partie photographique. Raymond commence à être fatigué, mais nous continuons. Vincent et Denis entament la suite d'une construction en plein hiver 1989. Il fait très froid. Le ciment gèle, mais au printemps, nous pourrons inaugurer 1789, raconté aux enfants. Et l'année suivante, l'exposition La mémoire des campagnes, hymne à la vie de la naissance à la mort. Émouvant cheminement à travers le temps d'un monde de sagesse qui s'oublie si nous n'y prenons garde, dans une indifférence effrayante. Un ancien charron du village voisin vient raconter sa vie en passant de vitrine en vitrine. Il s'arrête plus longtemps devant les conscrits. Toute sa jeunesse remonte dans ses souvenirs. C'est un conteur extraordinaire. Les bals, les fêtes, les fanfares, le travail finit aussi avant la permission de sortie. Raymond est très fatigué. Il s'est épuisé. Nous l'aidons de notre mieux, mais rien ne l'arrête. Il multiplie ses activités. Il a toujours le même enthousiasme. C'est sa vie. C'est un morceau de sa vie car il a une autre passion, encore plus grande, beaucoup plus grande. Il est peintre avant tout et c'est sa peinture. C'est une autre histoire. Pour l'instant la mienne, la nôtre avec les enfants. Raymond est mort, un jour de septembre 1990, nous laissant un immense chagrin. La route est tracée, notre volonté est de continuer, de penser à long terme aux nouvelles générations. Autrefois, quand on coupait un arbre, la sagesse était d'en replanter un. La chaîne n'était pas rompue. Denis a quitté son enseignement de professeur d'histoire-géographie pour se consacrer entièrement au musée. Jean-Christophe, qui est peintre, vient de nous rejoindre. Vincent est déjà là. Le musée, pour vivre, doit bien sûr trouver un nouveau souffle. Nous espérons y parvenir. Nos projets sont nombreux. Nous sommes conscients du privilège de cet héritage d'intelligence, de passion et de beaucoup d'amour à faire partager. Ces enfants sauront le perpétuer. Ouf! Voilà. Bah, c'est un très beau texte de Jacqueline. Alors ça, c'est en 1991. Il y a une photo sur ce livre où on voit les premières pierres du musée, justement, qu'elle nous racontait effectivement comment elle allait chercher les pierres, qu'ils les ramenaient dans leur voiture. C'est vraiment très, très touchant, quoi. Que dire après cette lecture, enfin bon. Ouais. Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle est entrée qui voulait les acheter, mais le cordonnier
lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers? Mais la belle accepta, elle emporta sous son bras les petits souliers pour aller danser. Cordonnier, tout réjoui, a mis ses plus beaux habits et ses pomponnets pour la retrouver. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers? Mais à peine la belle avait-elle fait 3 pas que ses petits souliers furent ensorcelés. Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée et les musiciens n'y comprenaient rien. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin et tout épuisée se mit à pleurer. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin et tout épuisée se mit à pleurer. Petit cordonnier, arrête, arrête, tu m'as fait tourner la tête, tête. Tu ne dois pas être bête, bête, pour m'avoir ensorcelé. Petit cordonnier, arrête, arrête, que ta volonté soit faite, faite. Toute ma vie le cœur en fête, fête. Dans tes bras je veux danser, gentil petit cordonnier. Le petit cordonnier, Francis Lemarque, et un clin d'œil à Lolo, à notre copine Laurence. Ouais. Sur notre nouveau notre nouvelle émission Radio Sous Pente, la station des rapins des accros de l'air, sans foi, sans loi et sans faire la carpette, l'émission à Racaille du mardi 23 octobre 2018, avec cette fois-ci, à la suite de la présentation de Raymond et Jacqueline Imbert, sa compagne, qu'on avait intitulé 2 artistes hors normes pour leur peinture, enfin les peintures de Raymond et celles aussi de Jacqueline, des fixés sous verre. Aujourd'hui, on vous cause dans le poste de leur musée d'art populaire. Piécou vient de vous lire un texte magnifique de Jacqueline, et Piécou est une lectrice hors norme, on peut dire même hors pair. Et après une telle lecture, c'est difficile de reprendre le blabla sur ce musée de la Duse, mais quand même on va vous raconter notre déambulation dans ces locaux. Ça sera certainement moins beau que le texte dit par Piquicou, mais enfin bon, on fait pas un concours de ce que vous savez. Voilà. Alors tout de suite on va évoquer le sabotier. Ouais. Moi je voulais préciser, en fait ce musée c'est quand même 100 000 objets. 100 000 objets ramassés avec passion, et on voit très vite quand on arrive dans ce musée qu'il y a un nombre considérable parce qu'on passe de salle en salle, il y a plein d'outils partout, donc effectivement ça va être difficile de rendre compte de tout ce qu'on a vu parce que c'est énorme, mais voilà, donc on peut commencer par le sabotier, c'est pour ça qu'on a mis on pensait au cordonnier, au sabotier, on était dans la chaussure, quoi. Oui. Donc tu peux raconter un petit peu, Robert, comment on voyait tous ces sabots là, tout ce travail. Oui, je suis un peu avantagé par rapport à ma camarade, parce que je suis allé il y a quelques années en Bresse chez un sabotier qui ne sabotait plus. Il avait pris sa retraite, mais il avait toujours son atelier, il vendait toujours des sabots. Alors, je ne sais pas s'il en faisait encore, peut-être aussi qu'il en faisait de temps en temps des sabots. Il avait une petite boutique à côté de son atelier, mais il nous a fait visiter son atelier et expliquer le travail des sabotiers. Donc j'ai un peu de chance de ce point de vue-là pour pouvoir vous en parler
d'une manière moins idiote qu'à l'accoutumée, dire que bon, le sabot, c'est quelque chose qui a l'air tout simple comme ça, mais c'est pas simple du tout. D'abord, il faut choisir son bois, comme me l'expliquait ce sabotier de la Bresse. Donc les sabotiers, si vous voulez, ils achètent ou ils louent, je me souviens plus très bien, des parcelles de bois communales ou autres, et où il y a de l'aulne, où il y a du bouleau, des arbres de cet ordre, qui sont faciles à travailler, mais dans le frais, on ne fait pas sécher. On ne fait pas sécher les morceaux de bois, on les travaille dans le frais, mais il faut les couper à une période bien précise de l'année. Et le cycle des lunes entre en jeu dans cette histoire. Voilà, déjà, il faut... Donc voilà, je vous ai à peu près mis, si vous voulez, dans cette espèce de vie de sabotier qui démarre, si vous voulez, avec l'achat d'une parcelle dans une forêt, et du temps, de la date des coupes qui est réglée par les phases lunaires, etc. etc. Et puis, bon, ils ramènent leur bois dans leur atelier et ils commencent à tailler les sabots dans le bois frais. Mais pour ça, il faut qu'ils calculent la taille du sabot en fonction du retrait du bois qui sèche. Parce que, évidemment, quand ils vendent les sabots, c'est du bois sec. Ils ne peuvent pas vendre des sabots qui sont encore humides. Donc, il y a déjà ça s'ajoute. On a déjà les phases de la lune pour couper le bois. Après, on a, si vous voulez, on taille le bois frais, mais il faut prévoir le retrait du bois quand il va sécher. C'est pas tout à fait simple. Et puis, alors, on a des outils, évidemment, pour façonner les sabots, qui sont des outils en apparence simples. Il n'y en a pas énormément. Il y en a un pour creuser le sabot, il y en a un pour l'extérieur du sabot, etc., etc. Un ou deux ou trois. Ce sont des outils assez simples, mais si vous voulez, la manière dont le sabotier les utilise, il faut déjà avoir une pratique assez longue pour pouvoir... Parce que c'est délicat en même temps, c'est des gros machins, vous les verriez dans un atelier de sabotier, ils ont des établis, en fait un établi c'est un tronc d'arbre, et dessus ils fixaient une espèce d'arrêt pour bloquer le sabot, etc., etc. Enfin bref, c'est tout un... Je ne veux pas vous donner les noms des outils, parce que d'abord je ne les ai pas dans la tête, si je les ai en images, je ne mets pas leur nom, mais ça c'est pas très grave, vous pouvez trouver ça sur le web si vous voulez, ou si vous allez encore mieux, au musée de la Duse. Bon. Ouais. D'ailleurs, donc dans cette partie sur les sabots, il y avait justement un peu toutes ces phases de préparation, de fabrication du sabot. Donc on voyait le bois coupé un peu à la taille d'un sabot, mais encore grossier. C'était un petit peu empilé les uns sur les autres. Et après on voyait les sabots creusés. Et il y avait une petite affiche justement qui parlait des taux de rétraction du bois en fonction, je crois, de la saison. Enfin tout ça a été précisé. Quoi. Non, mais tout est très précis, c'est très simple apparemment. Mais comme j'essaye de vous faire comprendre que c'est pas si simple que ça en fin de compte, ces métiers d'artisanat populaire, d'artisanat au service, si vous voulez, des gens, mais aussi au service de professions comme les laboureurs, comme tous ces gens de la campagne, nécessitent des années d'apprentissage parce que on a affaire à de la matière vivante, même le forgeron, parce que quand il forge un outil, une houe, ou quand il forge un soc de charrue, il a affaire à de la matière, si vous voulez, qui est naturelle. Le fer, ça vient du minerai, ça vient du coq, ça vient de toutes ces choses-là. Donc, ce sont des gens qui doivent connaître toutes les matériaux, leur manière de réagir, suivant, si c'est le bois, suivant l'hygrométrie ambiante, suivant le temps de séchage ou pas de séchage, etc., etc., et une manière de les travailler avec des outils spécifiques
qu'on n'utilise pas non plus n'importe comment. Il y a toute une gradation dans la manière de faire intervenir l'outillage. Voilà. Et dans ce petit musée, enfin ce petit musée quand même 100 000 objets, dans ce musée d'art populaire, oui c'est ça, comme vient de le rappeler ma camarade, et moi je suis un peu un perroquet, hein. Tout est détaillé, mais d'une manière très précise, mais il faut prendre son temps, parce qu'en un après-midi, vous n'avez pas le temps de tout voir. Il faudrait presque prendre votre tente de camping, camper dans le village, et puis vous y allez jour après jour, ou semaine après semaine, ou d'année en année, bref, pour pouvoir vous faire une idée assez précise de toutes ces phases de travail artisanal. Alors c'est vrai qu'on ne pourra pas là en une heure évoquer tous les métiers qui sont dans ce musée, mais les sabots, ça nous a particulièrement marqué parce qu'en fait, moi j'ai découvert ce que j'avais jamais vu. Il y a par exemple des sabots avec les doigts, les orteils qui sont dessinés. Jacqueline était très contente, elle en a 2 paires, et c'est vrai qu'apparemment ce sont des pièces rares, hein, des sabots, je crois que c'est sabots de femmes. Enfin, c'est des sabots de femmes, oui. Donc il y a ces sabots donc avec tous les doigts. Je crois qu'il y a un sabot de femme, un sabot d'homme. Oui, c'est ça. C'est ce enfin, une paire de sabots pour femmes et pour hommes. Ouais. Et en fait, il y a aussi donc des sabots qui imitent un peu les chaussures de ville. Oui, hein. Il y a plusieurs paires, moi j'avais jamais vu ça, effectivement. Ah, donc très noir avec une forme de chaussures de ville. Donc effectivement, une fois que le pantalon tombe sur la chaussure, eh ben, on ne peut pas imaginer que c'est un sabot. Quoi. Ouais, tout à fait. Non, et puis il y a les sabots peints aussi, parce que on peignait des sabots pour les jours de fête, pour les choses comme ça. Suivant, si vous voulez, l'iconographie, l'imagerie locale, parce que chaque province de France, presque chaque village ou chaque ville, avait sa propre imagerie. Voilà. Et il y a aussi sur le sabot, il peut y avoir un bandeau en cuir ouvragé aussi. Vous voyez, moi sur mes sabots, je crois que parce que c'est ce sabotier en Brest, j'ai acheté une paire de sabots évidemment, qui sont des sabots de travailleurs, qui ne sont pas des sabots pour les jours de fête. Donc voilà. Mais le sabot est décliné dans toute, comment dirais-je, c'est l'imaginaire du sabotier qui donne sa marque sur les sabots qu'il fabrique. Voilà. Il n'y a aucune limite dans la fantaisie, dans toutes ces choses qui enjolivent, qui égayent un peu la vie des travailleurs de la terre, qui n'est pas une vie rigolote quand même, malgré tout. Ouais. D'ailleurs, il précise que le sabotier, c'est une corporation importante au XIXe siècle, justement parce qu'il y a beaucoup d'artisans, et qu'en fait, donc il disait qu'un bon ouvrier peut faire 6 à 7 paires de sabots dans sa journée. C'est pas mal quand même. Il y avait des ateliers, celui que j'ai visité en Brest, il avait 6 ou 7 compagnons qui travaillaient avec lui. Et c'est un atelier, c'était tout petit, je ne sais pas comment on disait pour travailler à 6 ou 7 là-dedans. Donc c'était une époque, si vous voulez, je parle entre les 2 guerres, parce que ça s'est terminé assez rapidement après la guerre, certainement au début des années 60, comme tout s'est terminé dans le monde rural au début des années 60, c'est-à-dire c'est là que la motorisation est arrivée, c'est là que les sabots en caoutchouc sont arrivés, qui coûtaient moins cher, qui étaient peut-être plus résistants que les sabots en bois, etc., etc. Enfin, tout a été balayé comme un tsunami à la fin des années 50, au début des années 60. Voilà. Mais autrement, le sabot, c'était la chaussure de travail ou de fête du paysan. Il y avait des mariages aussi en sabots, mais des sabots qui étaient décorés pour les mariages, etc. Voilà. Mais c'est quand même une profession où on pouvait aussi clouter le dessous des sabots avec des gros clous à tête ronde, comme on cloutait les galoches. Mais là, c'était aussi des enfants, voilà, pour éviter l'usure trop précoce du bois, parce que les galoches aussi étaient avec des semelles en bois. Voilà. Tout ça, c'est toute une histoire assez vaste, mais qui a disparu complètement. Voilà, il n'y a plus de sabotiers, il n'y a plus de fabricants de sabots, il n'y a plus de sabots. Ouais. Est-ce que c'est pas pour les sabotiers justement que ce qu'on peut voir dans le musée, c'est qu'ils habitaient souvent au fond des bois et qu'ils ils vivaient complètement à l'extérieur de la ville, et que les enfants ne pouvaient même pas aller à l'école. C'est ça. Bah oui, parce que leur matière première était dans les bois, et puis c'était pas des gens qui vivaient dans le luxe ni la luxure. Non, c'est un peu comme les charbonniers, où ils vivaient dans les bois. Voilà. Puis il y a aussi, après, il y a eu, ça c'était les sabotiers pauvres. Et puis après, ils ont eu des petits ateliers, des échoppes, mais c'était pas non plus grandiose, hein, c'était pas des usines de sabots, c'était vraiment du petit artisanat
comme il y avait dans les campagnes pour les charrons, les forgerons, tous ces gens, les meuniers, etc., et les boulangers, tout ce que vous voulez, comme petit artisanat, voilà, c'était la vie dans ces campagnes. Ouais. Et on peut parler, après des sabotiers, est-ce qu'on parle un petit peu des maréchals, le maréchal Ferrand, il y a des enseignes magnifiques là-dedans. Déjà, Jacqueline en a une dans son séjour, et c'est carrément une sculpture qui part dans tous les sens, qui est très fine, avec des beaux objets dessinés comme ça, très finement taillés, quoi. Et donc, il y a aussi toute cette partie donc, du maréchal Ferrand dans le musée, quoi. Oui, non. Et parce que aussi, c'est un peu comme c'était au musée des Arts Populaires. Au musée des Arts Populaires à Paris, là, quand c'était dans le 16e, là. C'était assez curieux. Un musée d'art populaire dans le 16e, il n'existe plus, soyez rassurés. Tout a été déménagé à Marseille, mais c'est au MUSEM, mais c'est resté dans les caves. Voilà, ça n'intéresse plus personne. Et là aussi, on a un atelier ou des ateliers qui se reconstituaient comme il l'était dans les campagnes, etc. Voilà, ça existe aussi, ça. On l'a vu, ça. Donc, je pense que l'atelier du forgeron y est avec la forge, avec le soufflet, le gros soufflet en cuir, avec les, comment dirais-je, on appelle ça, les enclumes de différentes tailles, etc. etc. Enfin, les tenailles, les marteaux, bref, tout est là. Et du fer, il tirait des choses, des dentelles de ferraille, mais des choses inouïes qu'on ne peut pas imaginer, simplement avec un marteau, une pince, enfin, c'est quelque chose, c'est vraiment aucun artiste aujourd'hui, enfin ceux qui se gobergent en se disant artiste ne serait capable d'arriver, si vous voulez, non pas à la cheville, mais au-dessous de la plante des pieds d'un artisan, un forgeron de ces époques révolues, perdues, hélas. Ouais, c'est vrai. Et à chaque fois, une légion d'outils, toutes tailles différentes. Enfin, vraiment une collection très, très, très riche. Oui, et puis les outils, si vous voulez, comme le décrit Jacqueline, comme le voyait son compagnon Raymond, il y a le poli des manches d'outils en bois, il y a, si vous voulez, l'usure des masses en fer, l'usure de tous ces outils qui leur donnent un caractère quand même assez extraordinaire, que non plus, je dois dire, mais on ne va pas faire non plus, on ne va pas pleurer sur le passé, il n'y reviendra plus, à moins que l'humanité retombe, si vous voulez, dans des époques un petit peu moins, comment dirais-je, progressistes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui se prépare, avec le climat, toutes ces choses-là, on risque de se retrouver bientôt dans les cavernes, et là ça repartira avec des forgerons, avec des sabotiers et tous ces artisans qui arriveront, je pense, à retrouver les gestes perdus. Voilà, mais aujourd'hui, non, on n'a plus, vous allez dans une grande surface, chez Castorama, chez je ne sais plus qui, et vous achetez des outils avec des manches en plastique. Voilà. Voilà. Voilà, une autre salle, moi, qui m'a énormément plu, c'est l'atelier d'Alfred Chanvin. Alors, Alfred Chanvin, c'est un menuisier en art forain. Alors, il est né en 1866, il est mort en 1951 à Seignelay, c'est dans l'Yonne. Et en fait, c'est un homme de la campagne qui fut d'abord charron, forgeron, et puis tourneur sur bois. Et en fait, il adorait ce monde merveilleux de la fête foraine. Il était attiré par cette magie. Donc, il va devenir sculpteur d'art forain au début des années 1900. Et dans son atelier de Seignelay, en fait, il va faire sortir de ses mains des animaux qui vont tourner et faire tourner la tête des enfants. Il y aura des ânes, des chevaux, des cochons, des vaches. Et donc Raymond et Jacqueline ont eu cette chance en 1986 de découvrir l'atelier d'Alfred Chanvin qui était resté en l'état. Donc ils ont pris des photos, ils ont pris des photos aussi de ces dessins d'animaux qui étaient sur les murs, qui serviront après donc à faire aussi des gabarits. Donc on peut voir dans ce musée de la Duse une image d'un cochon, on peut voir un cheval aussi. Ça, ce sont des images
qu'a reproduit Raymond. Tout à d'ailleurs. fait, ouais. Ouais. Et donc il y a tout après les gabarits et on voit des esquisses donc de chevaux de bois. Et j'avoue que moi, c'est une poésie qui me fait complètement rêver. J'adore les manèges en bois, j'adore les arts forains, surtout quand ça reste justement qu'il n'y a pas cette musique, ce clinquant comme on voit maintenant à la fête, à la foire du trône, où ça clignote de partout. Faut toujours avoir plus d'émotion. Là, on est dans quelque chose de simple, un petit manège qui tourne, pas manuellement, mais enfin voilà, qui est à taille humaine avec des chevaux en bois. Donc, on a eu la chance effectivement d'être dans cette salle et de voir tous ces dessins, quoi. Et moi, j'ai eu la chance de voir ma camarade Piquicou rétrécir, avoir des petites couettes, et tu sais, des petites jupettes à carreaux, des petites soquettes blanches. Et elle était là, elle trépignait, elle virevoltait dans l'atelier, elle était heureuse, vous ne pouvez pas imaginer. Et ça fait du bien, parce que des gens heureux, il y en a si peu. Mais avec elle, ça c'est garanti, vous l'emmenez à voir un manège, et là, vous êtes tranquille. Elle va sucer son pouce. Mais c'est vrai que c'est assez, oui, magique. Voilà, on est dans un autre monde, un monde de l'enfance. Parce que je pense que cet artisan était lui-même un enfant. Voilà, et il faisait, si vous voulez, il retrouvait ses émotions d'enfant en créant justement ces animaux en bois. Et voilà, c'est la poésie de l'artisanat. Rural, parce que c'est aussi un artisan. Il a commencé donc comme charron, il était forgeron, et il a fini par réaliser son rêve en créant des animaux de la ferme à mettre sur les manèges. Vous imaginez le petit manège avec les animaux de la ferme. Il n'a pas mis des automobiles, il n'a pas mis des bateaux et des avions à réaction, non, il a mis des animaux de la ferme, voilà. Parce que c'était sa vie, c'était la vie de la campagne, et je suppose que les manèges pour lesquels il travaillait étaient des manèges qui tournaient dans les petites bourgades de campagne quand il y a les fêtes de village, voilà. C'est un peu, je pense, on restait là dans ce petit monde, enfin petit monde, parce que le monde rural, il occupait 75 ou 80% du territoire, hein, à une certaine époque, voilà, ou surtout au 19e siècle, où il y avait, si vous voulez, l'occupation des sols a jamais été aussi importante qu'au 19e siècle. Parce qu'il y avait une population rurale complètement comment on dit, les naissances, etc., qui étaient, etc. Bref, on a commencé à élaguer un peu tout ça avec la guerre de 70, puis celle de 14, et on a fini le boulot, le ménage en 39-45, et le monde rural n'a pas survécu à la dernière boucherie mondiale, parce que je vous dis, je répète, mais pour moi c'est une ancienne, assez sympathique, si on peut dire, hein. C'est terminé donc à la fin des années 50, pas tellement longtemps après la fin de la guerre, disons 15 ans après la fin de la guerre, le monde rural, on pouvait faire une croix dessus, enfin tel qu'on l'a connu. Après, c'était le règne des intifadas, pas des intifadas, comment on dit ces grandes propriétés là, énormes là. Les haciendas. Non, pas les haciendas, il y a un autre terme, enfin, qui finit par da aussi. Bref, ces grandes propriétés comme j'en ai connu dans le sud, dans les années 80, où il y a des gens, des travailleurs ruraux, surtout qui viennent des pays où on crève la dalle, et là ils peuvent gagner un peu de sous en travaillant comme des esclaves. Voilà, c'est ça, le nouveau monde rural. Ouais. Moi, je voudrais lire une petite citation justement que Raymond a écrit en hommage à tous ces artisans. Hein. C'est pour moi la création est partout, dans l'art comme dans l'artisanat, car l'art et la vie quotidienne n'ont fait qu'un pendant des siècles. Bien sûr, tout à fait. Et ils ont pu, si vous voulez, se fusionner, en quelque sorte, au cours de ces siècles. Parce que si on regarde aussi les tailleurs de pierre des cathédrales, des anonymes, des sculpteurs anonymes qui n'avaient pas fait l'école des beaux-arts, eh bien quand on regarde, si vous voulez, les gargouilles, quand on regarde toutes ces petites sculptures qui parsèment les murailles des cathédrales ou sous les toitures, etc., ou les chapiteaux, c'est quelque chose de quand même complètement éblouissant.
de beauté. Le vieux manège tourne, tourne inlassablement en chantant sa rengaine à tous les vents. Je t'aimerai toujours, toujours ce sera court, tout au long de la vie, nous aurons de beaux jours, un bonheur merveilleux brillera dans nos yeux, la vie sera jolie, oh mon amour. Le vieux manège ronge, ronge, ronge le temps en emportant les rêves de nos 20 ans. Je t'aimerai toujours, toujours ce sera court, tout au long de la vie, nous aurons de beaux jours, un bonheur merveilleux brillera dans nos yeux, la vie sera jolie, oh mon amour. Le vieux manège tourne, tourne plus lentement, et la pauvre rengaine meurt doucement. Je t'aimerai toujours, toujours ce sera court, tout au long la vie, nous aurons beaux jours. Et quand s'arrête le bruit du manège au cœur de bois, les yeux perdus dans la nuit, je pleure en pensant à toi. C'était Le Vieux Manège, interprété par Colette Mars. Elle est pas mal celle-là. Hein, Oui, elle est assez... Non, mais on est là, on est au top niveau. Hein. Et là, vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente. Oh, quelle merveille. La station des Rapins et des Accros de l'Art, 100 fois, sans loi, et sans faire la carpette. C'est très important, sans faire la carpette. L'émission à Racaille, nous sommes le mardi 23 octobre 2018, et nous vous causons dans ce petit poste, sous la Sous-Pente, du musée d'art populaire de Raymond et Jacqueline Imbert à La Duze, un tout petit village de Bourgogne. On poursuit donc la visite de ce musée magique. C'est un petit peu comme dans cette histoire de... Comment s'appelle cette histoire? Bref, ça me reviendra, mais je suis un petit peu stressé là parce que, si vous voulez, il y a tellement d'émotions à en parler, à se rappeler, à voir surtout piquer coup dans l'atelier du fabricant de manège. Mais il n'y a pas que ça, il y a le brolier aussi, il y a le bottier, il y a le charron. Si vous voulez, il y a toute comment dirais-je, une petite bande d'artisans d'art ruraux absolument magnifiques. Ouais. Alors Robert, une autre citation quand même de Raymond avant de suivre un petit peu sur tous ces métiers extraordinaires. Je me suis baissé pour ramasser des choses qui étaient par terre et sur lesquelles on allait marcher avec indifférence. Voilà, ça c'est toute l'histoire de ce musée, mais pas que de ce musée. Ce musée, c'est un peu une métaphore de quelque chose de plus, comment dirais-je, voilà, de plus commun. Tous les jours, on peut marcher avec indifférence sur la morale politique surtout, enfin sur plein de travers de l'humanité, voilà.
ou de bonnes choses de l'humanité. On marche plus souvent sur les bonnes choses que sur les travers, d'ailleurs. Bon, ceci dit, le bourrelier. Ouais, on va parler un peu de tous ces artisans du cuir. D'ailleurs, je crois que c'est la première salle qu'on a visité, le bourrelier, hein, où on voit justement toute une collection de harnais. Je ne sais plus combien il y en a, un nombre incroyable. Oh oui. Mais de harnais et de colliers aussi, des colliers. Vous savez, ces gros colliers qu'on mettait sur l'encolure, évidemment, des chevaux de trait, voilà, ou des ânes, ou de tout ce de toutes ces bestioles. Non. Les chevaux, les ânes, les mulets, etc. Parce que pour les bœufs et les vaches, c'est autre chose. Mais il y en avait aussi. C'est plus le boulot du charron. Là, c'est le boulot du bourrelier. Ouais. Donc en fait, ce bourrelier, il possédait aussi tout un tas d'outils. Donc on a trouvé, on a pu voir donc, des couteaux à main, des couteaux à pied, des serpettes et des ciseaux. Et ce qui est précisé, c'est qu'en fait, la boutique du bourrelier, c'était le lieu de rencontre des paysans le jour du marché. Et il y avait aussi, en plus donc, du bourrelier, à côté, il y avait le cellier. Donc là, ce sont toutes ces selles magnifiques de chevaux qui sont présentées. Et dans le travail du cuir, si on veut continuer un petit peu, on retrouve après donc le cordonnier qu'on a un petit peu, et puis le bottier. Il y avait le aussi, bottier, oui, bien sûr. Mais déjà le bourrelier, c'est plus important presque que le bottier et que quel était l'autre bottier et... Bottier, bourrelier, cellier. Et le cellier, oui. Le bourrelier, je pense que c'était, de mon point de vue, le plus important, puisque, si vous voulez, il s'occupait des animaux de trait qui étaient, avant les tracteurs, qui étaient vraiment essentiels, si vous voulez, pour travailler la terre, parce que sans chevaux de trait, sans bœufs, on ne pouvait pas faire avancer les charrues, et toute la machinerie agricole, les faucheuses, etc., etc., toute une litanie, litanie pour ces choses-là, mais enfin bon, d'outils agricoles, voilà, que tiraient ces animaux de trait. Et donc, sans bourrelier, les animaux de trait ne pouvaient pas travailler, voilà, ou dans des conditions beaucoup plus difficiles. Parce qu'on voit aujourd'hui encore, en Afrique ou dans des pays qui ne sont pas aussi pollués que les nôtres, des animaux de trait, mais si vous voulez, le harnachement pour tenir les manches de charrue, etc., c'est assez rudimentaire et peut-être pas tout à fait, comment dirais-je, sympathique pour les animaux. Alors que les bourreliers, si vous voulez, vous voyez ces gros colliers en cuir bourrés de chanvre de chanvre ou même de crins de chevaux, etc. C'est confortable relativement. Ça ne blesse pas les animaux en tout cas. Voilà. Ça les aide à tirer parfois des charges très lourdes. Et si vous voulez, quand vous labourez pendant une journée à l'aide de ces animaux de trait, les bêtes, elles sont excessivement fatigués et il y a un frottement sur des parties de leur corps qui, s'il n'y avait pas ce travail du bourrelier, pourrait être en sang carrément, quoi. Voilà, c'est quand même quelque chose. C'est pour ça que je pense que le travail évidemment du bottier et de l'autre, comment tu disais, le bottier et oui, enfin il y en avait trois, il y avait le bourrelier, le bottier et puis le savetier ou je sais pas. Enfin bref, si vous voulez, à mon point de vue en tout cas, les métiers les plus importants du monde agricole, c'était le bourrelier pour les animaux de trait, le charron pour les animaux de trait aussi, mais pour fabriquer les charrues, les charrettes, les roues, on en a vu là. Vous voyez, à part le soc fabriqué par le forgeron, le soc de charrue, tout le reste de la charrue, c'était en bois. Voilà, on en a vu d'ailleurs un magnifique exemplaire dans ce musée, une charrue complète, mais une charrue, pas d'un Brabant, parce que les Brabants, c'était des charrues qu'on pouvait retourner à chaque bout de sillon, mais c'était des charrues en ferraille, très lourdes, etc. Tandis que les charrues en bois, sauf le soc évidemment qui était en fer, était beaucoup plus légère. Voilà, il fallait bien appuyer sur les manches pour que ça rentre dans la glèbe. Ouais.
Alors il y a aussi d'autres salles, hein. Il y a les artisans de la pierre et de la terre, si on veut brièvement les évoquer un peu tous, hein. Donc on peut parler, là on parle du carrier, du tailleur de pierre, de l'ardoisier, du maçon, du potier, du couvreur, du verrier, du tuilier, du briquetier. C'est vrai qu'on a vu toute une collection de briques. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'on est un peu étourdi, hein, par tout ça, parce qu'à chaque fois on se plonge dans une corporation différente, des métiers différents, avec des savoir-faire différents. Et par exemple, moi j'ai beaucoup aimé Jacqueline, je crois qu'elle a des épis de fêtage, et il y en a un, c'est une petite bonne femme. Je trouve que c'est magnifique en fait de voir cette petite nana là comme ça. Oui, parce que les épis de fêtage avaient double fonction, souvent. Ils pouvaient être aussi paratonnerres, et en même temps, ils avaient une fonction décorative, mais qui avait une signification. Voilà, c'était pas complètement gratuit, mais ça pouvait être très, très, très joli, et même beau. Pourquoi, au fait, reléguer tout ça dans la joliesse, alors que c'est de la beauté pure. Ouais. Donc, à part ces métiers, effectivement, donc de la pierre, de la terre, du bois, des métaux, du cuir. Il y a aussi il y a une salle qui est au premier étage, ce sont les jouets d'enfants, les jouets populaires. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Il y a aussi tout ce qui concerne un peu la religion. On peut pas. On peut pas. Ben non, parce qu'elle était très présente dans les campagnes. Il y a tous ces candélabres, tous ces banderoles de procession. Les ex-votos. Les ex-votos. Il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi tout ce qui concerne la cuisine, tout ce qui est autour de cette cuisine rurale, avec évidemment les chaudrons, les marmites, voilà ce qu'on mettait dans les cheminées, sur lesquelles on les posait ou on les accrochait, les crémaillères, etc. Les chenets, non mais voilà, c'est un musée, voilà, une mémoire extraordinaire qui peut survivre grâce à un travail titanesque comme on nous fournit cette famille retirée, cette famille de Parigot, plus ou moins, enfin pas exactement, mais presque. Ils vivaient dans HLM dans le 18e. Voilà, c'est ça. Qui se sont tirés à la campagne, voilà, qui ont acheté des ruines et qui les ont remis debout, et qui ont construit de toute façon ce musée. C'était une ruine, mais comme ils ont tout refait à neuf, on peut dire qu'ils ont créé vraiment l'architecture et la maçonnerie de ce musée. Et il y a aussi toute une salle au premier étage, là, d'une des salles, je ne sais plus, comme il y en a plusieurs, qui est consacrée à la marine. Donc, toute cette marine populaire, hein, où là, il y a des maquettes de bateaux, il y a des tableaux, il y a des petits personnages. Et des ex-votos. Des ex-votos, et puis ces fameux bateaux qui sont mis dans les bouteilles en verre. Oui, voilà. Non, mais parce que aussi, comment dirais-je, Raymond Imbert, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on en a parlé, tous les ans, avec la petite famille, ils allaient à Port-Spoder. Port-Spoder, ça me fait marrer. C'est Port-Spoder, où Raymond allait peindre des marines. Voilà, il se posait, je vous l'avais expliqué, sur un espèce d'espace avec des galets, tout ça. Enfin, c'était pas très plat. Il posait une grande feuille de papier et paf, il se mettait à peindre avec sa peinture à la colle, c'est-à-dire de la colle et des pigments. Voilà, des choses magnifiques. Si vous allez à la Duse et que vous pouvez voir ces papiers extraordinaires de marine, c'est vraiment une merveille. Et ben voilà, c'est ce qui explique aussi qu'il y a une partie maritime dans ce musée populaire, parce que, si vous voulez, les marins ont aussi eu leurs artisans d'art. Faut vous rappeler, enfin, vous remettre en mémoire les proues de navires en bois, avec des figures de proue, justement, qui étaient des œuvres, des sculptures magnifiques. Voilà, il y a ça, et puis il y a les maquettes de bateaux, et puis il y a tout l'artisanat en bois, parce que les bateaux, ils étaient construits en bois. Il y avait des charpentiers de marine, vous voyez. Il y avait aussi des gens, des calfas, on en a parlé, vous a passé plusieurs fois des chansons sur les calfas, qui ont disparu, évidemment. Ils ont disparu avec la construction des bateaux en bois. Qui a disparu? Voilà, maintenant c'est les coques en plastique, hein, plutôt. Quand on pense, nous, on va souvent à Fécamp, attaché. On va souvent à Fécamp avec ma camarade, enfin, souvent, une fois par an, ou deux, hein. Bon, c'est pas très souvent, hélas pour moi, parce que j'aimerais bien y aller toutes les semaines. Et à Fécamp, un port maritime qui comprenait des dizaines, voire presque des centaines de navires de pêche, il n'en reste plus que 4. C'est assez triste. Et 4 qui sont pas en bois. Je ne sais pas s'il y en a un en bois, peut-être.
Ouais, voilà. C'est pour dire que dans ce musée d'art populaire, on a la mémoire de tout ça. Voilà, donc je pense que là, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait vous raconter avec notre émotion de cette très belle journée passée en compagnie de Jacqueline, avec tout ce qu'elle a pris le temps de nous transmettre, ce qu'elle a pu nous transmettre de son mari, hein. Donc son mari qui était peintre, collectionneur, maçon, et qui s'est usé, qui s'est usé à force de travail. Et voilà, on a essayé de vous parler de tout ça. Après, on pourrait aller sur le blog du musée pour voir plus d'objets, plus de choses. Et surtout, peut-être aller rencontrer Jacqueline l'année prochaine. Moi, parce que je ne sais pas si le musée est tellement ouvert l'hiver, mais voilà, prendre contact avec elle pour avoir un rendez-vous et découvrir tout ça par vous-même, quoi. Nous, on a eu la chance qu'elle nous serve de guide, mais je pense qu'elle le fait assez régulièrement, alors qu'elle devrait plutôt se reposer. Mais bon, elle est un peu comme son compagnon était, sauf qu'elle a peut-être une santé plus forte, parce que elle a aussi participé à la construction de ce musée. Elle est aussi une artiste, elle a été une maman, elle a eu 3 enfants quand même, il a fallu les élever, pas dans des conditions très, très faciles non plus, je suppose, parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient fortunés, pas du tout. Vous voyez, lui était professeur dans une petite école qu'il avait montée d'ailleurs, voilà, quand il avait quitté l'enseignement officiel. Voilà, donc il n'était pas non plus... C'était pas des gens riches, parce que on pourrait imaginer, c'est ce que j'ai imaginé avec ma langue de... Bref, mais non, ce ne sont pas des gens, des bourgeois, comme on les imagine. Quand on voit la propriété, on pourrait le penser, mais pas du tout, pas du tout. Il faut se garder des mauvaises pensées. Tu parles pour toi, c'est bien, tu te donnes des leçons, c'est très bien. Voilà, bon, on vous laisse avec ces bonnes impressions, puis on met une petite pause musicale. Oui. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du Formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie? Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver?
La montagne par Jean Ferrat. Bon, je ne vais pas vous répéter encore une fois, vous savez que vous êtes sur Armacaille. Et la petite soirée continue, la petite matinale plutôt, parce que soirée, c'est pas encore continue, avec les expositions. Alors, les expositions, on a reçu un mail d'Artam Galerie. Artam Galerie, c'est un GEM qui est rue Ramponeau. On avait reçu 2 personnes il y a quelques années dans l'émission. Et là, c'est Germaine Raca, celle qui était venue d'ailleurs, je crois, dans notre émission. On était allé les voir et après, il y en a 2 qui étaient venus, dont Germaine Raca et cet artiste-là qui faisait du cinéma d'animation, j'ai oublié son nom. Donc là, c'est Germaine Raca qui expose et Vanina Dessanges. Et donc là, c'est une exposition qui se déroule du 19 octobre au 10 novembre 2018. Donc c'est Artam Galerie. C'est 37 rue Ramponeau. C'est du mardi au samedi de 14h à 19h. Voilà. On a reçu aussi des nouvelles d'une copine. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu son boulot, qui est céramiste, qui s'appelle Estelle. Et moi, j'adore ce qu'elle fait. Elle faisait à l'époque, elle travaillait sur des grandes plaques, elle faisait des bâtiments, très très carrés. Et en fait, elle arrivait à donner à sa terre une impression un peu de. C'était très poli, c'était très verni. Et là, donc, elle expose à l'école d'art de Douai du 19 octobre au 22 décembre 2018, donc c'est pas à côté. Et après, cette exposition sera à la piscine de Roubaix, mais ça, on en reparlera le moment venu. On a aussi, ce sont les peintres du 13e. Alors ça, il faut que je retrouve. Les artistes du Cercle des Gobelins, du 23 octobre au 3 novembre. Voilà, donc c'est à la mairie du 13e arrondissement, dans la salle des fêtes. Et voilà, il y a 90 artistes, donc peinture, sculpture, dessin, aquarelle, pastel, gravure. Une invitée d'honneur, Daphné José, une artiste de plasticienne. J.D. Verneuil et Sméry, qui exposera un tableau imaginaire. Voilà, et plusieurs choses. Donc du lundi au samedi de 10h à 17h. Et Mon Royaume pour une couronne. C'est ça, c'est Estelle. C'est le site de l'exposition d'Estelle à l'école de Douai. C'est du 1er octobre au 22 décembre. Du 19 octobre. Ah, du 19. Ouais, du 19 octobre. Et on peut rappeler les expositions dont on parlera prochainement. Henri de Moncrosse au musée des impressionnistes à Giverny. C'est jusqu'à début novembre. On avait vu au musée de Vernon Lucie Couturier. On en parlera en même temps qu'Henri de Moncrosse. Par contre, l'exposition du musée de Vernon est terminée, malheureusement. Mais c'est une femme artiste intéressante, donc ça nous fera plaisir de vous faire découvrir son travail, qui en plus a écrit, qui est allée en Afrique et qui a écrit. Voilà, il y a le musée Eugène Carrière, toujours avec les affiches de presse. Ouais. Et Edmond Cross, je rappelle à nos camarades, auditrices, auditeurs, que c'était un jeune anarchiste et qu'il a jamais, qu'il le revendiquait en tout cas dans son travail. Ouais, alors le musée Eugène Carrière, sur les affiches de presse, l'âge d'or de la presse 1880-1910, en fait il va y avoir des ouvertures le dimanche, donc pendant les vacances de Toussaint, et avec des visites commentées, donc c'est toujours intéressant. Nous, on avait rencontré la conservatrice Sylvie Le Graciet, qui nous avait à l'époque fait découvrir l'exposition autour d'Eugène Carrière, et là c'est elle ou Pauline qui vont faire les conférences. Et ce sont des bénévoles. Des gens passionnés d'art mais bénévoles. Voilà. Ça, on aime beaucoup les bénévoles. Nous le sommes d'ailleurs nous-mêmes aussi. Bon, après culturel de la semaine. Ouais. Donc culturel de la semaine. La lecture. Alors moi c'est bien. J'ai ma fille qui m'a fait un beau cadeau, qui m'a offert un bouquin qui s'appelle Mirage Gay à Tel Aviv. C'est de Jean Stern. Donc c'est aux éditions Libertalia. Ça coûte 14 €. Et en fait, c'est une enquête donc, qui se passe à Tel Aviv autour de ce qu'on appelle le pinkwashing. Le pinkwashing, en fait, c'est à l'image, on parle du greenwashing quand on veut verdir en fait quelque chose au niveau de l'écologie. Le pinkwashing, c'est se servir en fait de l'ouverture, soi-disant, de Tel Aviv
gays et lesbiens pour un peu rosir l'image de Tel Aviv et camoufler tout ce qu'il y a derrière, donc la guerre, l'occupation, tout ce conservatisme religieux. C'est plutôt rosir l'image d'Israël. Voilà, rosir l'image d'Israël, effectivement. Donc c'est un bouquin très intéressant, c'est une enquête qui a été faite lors de ces fameuses semaines de la fierté, donc ce qui est les Gay Pride en fait, et avec une enquête qui va même plus loin, qui parle après de la gestation pour autrui, des enjeux financiers qu'il y a derrière, de qu'est-ce qu'on choisit, enfin voilà, donc c'est bien, c'est un livre à lire, quoi. Bien. Et bien maintenant, Cinéma. on passe au Cinoche. Ouais. Donc est-ce que tu veux parler d'un film qu'on a vu il y a déjà quelques temps, qui a un nom imprononçable, qui s'appelle Black Klansman, donc un film de Spike Lee sur ce flic qui infiltre le Ku Klux Klan là. Oh, je m'en souviens plus. C'est un inspecteur noir qui va infiltrer le Ku Klux Klan et qui a besoin d'une image. Il va se servir d'un de ses collègues parce que quand il aura des rendez-vous avec le chef du Ku Klux Klan, il peut pas arriver comme comme noir avec cette jeune femme qui ressemble à Angela Davis là, qui Tout a à cette fait, posture à la Angela Davis. Là. Ouais, absolument. Ah oui, ça y est. D'un seul coup, ma camarade vient toujours à mon secours. Hein, c'est ma mémoire vivante. C'est-à-dire que oui. D'ailleurs, il ne se montre pas, il fait tout au téléphone, sauf à la fin. Oui, c'est assez jouissif parce que on voit la bêtise. Oui, c'est assez extraordinaire, une bêtise extraordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des beaufs du Ku Klux Klan, faut voir quand même. Je pense que c'est assez proche de la réalité. Ils sont à peu près aussi évolués que nos beaufs du FN, que les beaufs italiens en ce moment, là, les beaufs hongrois, les beaufs polonais, les beaufs autrichiens, vous voyez ce que je veux dire, les beaufs israéliens, on peut les mettre aussi dans le lot. Voilà. C'est vraiment très très jouissif de voir comment ils se font entourlouper d'une manière assez magistrale. Et la fin, il y a un happy end, quoi. Ouais, il y a un happy end, sauf que ce qui est un peu difficile, c'est que la fin, on est sur des images des émeutes de Charlottesville. Là, c'est plus dur parce qu'on voit qu'effectivement, ce patron du Ku Klux Klan est là, que Trump est là, et que voilà, il y a de grosses affinités. Donc et que finalement, même si dans son enquête, il va réussir à démonter tout un stratagème, finalement, au bout d'un moment, la police va quand même continuer à faire comme si de rien n'était. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est dit explicitement dans le film, quoi. Il a fait. Après, on lui demande de baisser un petit peu les bras et puis de laisser faire les choses, parce qu'on repart pour un tour comme si rien n'avait été fait par cet homme, par ce policier. Voilà, on oublie tout ça, puis on recommence comme avant. Ce qui se passe, évidemment, on sait bien qu'il y a eu la guerre avec toutes ces atrocités. Je parle de la dernière. On pourrait parler aussi de l'avant-dernière. On pourrait remonter aux croisades, même si on voulait. Et il y a la dernière, je vous rappelle quand même, qu'il y a eu un génocide d'Européens de l'Est de confession juive qui a fait disparaître 6 millions d'êtres humains de la surface de la planète. Hein? Vous vous souvenez? Bon, on a eu la guerre d'Algérie aussi, qui n'a pas été triste. Il n'y a pas eu 6 millions de morts, mais il y a eu quand même plus d'1 million de morts, quand même. C'est pas rien. Voilà, il y a eu la guerre d'Indochine, il y a eu... Bref. Et ben on recommence. Maintenant, c'est reparti. Les partis fascistes reprennent leurs petites activités. Voilà, en France, on a le FN, mais c'est vraiment invraisemblable, qui sert de repoussoir à l'électorat pour faire élire des présidents comme celui qu'on a en ce moment, évidemment, qui est pas non plus, comme il essaye de nous le faire croire, quelqu'un de vraiment, comment dirais-je, attentionné, touché par la misère du monde. Je crois pas, il fait partie de ce clan des gens, de cette espèce de secte même, de gens, de chefs d'État du monde qui sont plus... Bref, je ne vais pas encore employer des mots impossibles, puisque bon, on est un petit peu trop sur la sellette en ce moment avec ma camarade, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Bon. Un autre film, c'est pareil, qu'on a vu il y a quelques temps, c'est Les Frères Brother Sisters, un film de Jacques Audiard. Là, c'est un pur bonheur, un film, un western moderne en fait, avec deux frères qui sont qui doivent aller, c'est des tueurs à gages, voilà.
et on va les voir déambuler, et on va voir après, on va pas raconter la fin, mais voilà, toute cette humanité qu'il y a quand même. Surtout à la fin. Ouais, c'est... Oui, l'histoire, c'est deux frères, mais il y a un frère aîné et un frère cadet, et le frère aîné, il passe sa vie à réparer les dérapages, mais des fois sanglants, de son frère cadet qui picole et puis qui est complètement déjanté, quoi, qui peut tuer. Voilà, pas comme ça, il sort son pistolet et puis il mitraille. Et le frère aîné, parce que ils avaient, bon, je vous dis pas pourquoi le frère cadet est dans cet état-là, et pourquoi le frère aîné se croit obligé de le supporter et d'essayer d'effacer ses crimes, hein, mais vous découvrirez tout ça, et surtout la fin est magnifique. Ouais, voilà, si tous les westerns se terminaient comme ça, moi je serais bien content, parce que j'aime les westerns, mais bon, c'est pas du Sergio Leone, hein, pas du tout. Hein. Ouais, mais bon, Sergio Leone fait de bons films quand même. Oui, il fait des bons films. Et un autre film qu'on a vu, c'est Libre, hein, c'est le film de Michel Tosca, donc Libre, c'est un documentaire, et c'est là, on va être aux côtés de Cédric Héroux durant 1h40, et à voir comment il accueille les migrants dans la vallée de la Roya, comment il va les suivre, comment il va réussir à faire avancer la loi sur la fraternité, justement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de délit de solidarité. Et en fait, c'est un bel homme, il fait ça avec son cœur, il ne peut pas ne pas le faire, voilà, c'est une évidence, et on le voit chez lui avec 60, 70 migrants qui font la tambouille. Ça monte jusqu'à 100. Jusqu'à 100, c'est un film magnifique et qui met du baume au cœur. Oui, qui met du baume au cœur. Enfin, moi je suis un peu plus partagé parce que, effectivement, l'action de cet homme met du baume au cœur. Mais quand on voit, quand on entend tous les espèces de pauvres humanités, de préfets, de flics, etc., qui tournent autour de lui, qui essayent de le piéger, qui reconduisent des migrants à la frontière, qui laissent des enfants, des petits-enfants dans la montagne, tout seuls, sans nourriture, sans protection, etc., et qui reprochent à cet homme de les héberger pour leur sauver la vie, en quelque sorte. Alors là, par contre, je vous assure que vous êtes au bord de la nausée, parce que c'est vraiment insupportable. Il y a ce côté magnifique de ce personnage et de ces gens, de gens qui l'entourent aussi, qui l'aident et qui participent à son action. Et puis en face, vous avez les autres, vous avez les institutions qui sont contre lui et qui essayent sans cesse de le piéger. Et ça, c'est insupportable. Et il paraît, aux dernières nouvelles, que le procureur de Nice a porté plainte contre lui parce qu'il l'a comparé, Héroux, il a comparé le procureur de Nice, il lui a rappelé ce que faisait Papon pendant la dernière guerre, quoi, tu vois, et ça n'a pas plu le procureur. Ouais, bon, ça leur plaît pas aux procureurs en général, et aux autorités en général, et aux institutions en général, et aux chefs en général, qu'on leur rappelle, enfin, qu'on les compare à des gens qui sont pas vraiment des exemples pour l'humanité. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin, effectivement, les migrants ne passent plus par la vallée de la Roya, ils passent plus par Briançon. Et là, on nous dit qu'effectivement, la même chose se met en place à Briançon. Donc voilà. Ça, c'est quand même des messages d'optimisme, quoi. Que, non, mais que des gens se mobilisent de la même manière sur Briançon. C'est-à-dire que y a quand même des gens qui font, et bien sûr qu'on fait tout dans les grands médias pour les occulter, parce qu'on n'a pas envie de nous faire croire qu'on peut se mobiliser, qu'on peut tous ensemble arriver à quelque chose et à changer à notre échelle la vie de gens qui sont en souffrance, quoi. Tout à fait. Alors je suis absolument d'accord avec toi, mais encore une fois, si vous voulez, ce combat magnifique de cet homme dans la vallée de la Roya, qui se déporte maintenant du côté de Briançon, c'est ça? Oui, voilà. Si vous voulez, c'est éternel. Ils ne comprennent rien, les politiques. Ils sont complètement sourds aux plaintes de l'humanité, aux plaintes surtout des plus pauvres. Voilà. Ils n'en ont rien à foutre. De l'instant qu'ils touchent leurs petites indemnités de députés, qui peuvent voyager à l'œil, qui peuvent ceci, qui peuvent cela, grosse bagnole et petites pépées, voilà, ils sont contents que les autres crèvent. D'accord. Les remerciements, Robert? Oui. Les remerciements. Pardon. Oui. Alors, je remercie tout particulièrement Claude et André, nos auditeurs de la Nation, Karine Huzette, Marie-Christine Béguet, une fameuse graveuse gardoise, Christiane, qui assure la propreté de la librairie Publico, quelqu'un de remarquable aussi, une de ces anonymes
sans qui on serait un petit peu dans la poussière. Claude et William, nos auditeurs de Brest, fidèles auditeurs de Brest, et la province, on est content, nous, quand on a des nouvelles de province. Jean-Paul Souvraz, un peintre de Schnorr à Coudekerque-Branche, on n'a pas beaucoup de nouvelles depuis quelques temps. Ah si, il nous avait envoyé un truc, je crois. Ouais, mais là, je suis pas sûre qu'il ait Internet et qu'il nous regarde, qu'il écoute le blog. Ah ouais, d'accord. Voilà. Maintenant qu'on n'est plus sur les ondes, je pense que ça va être difficile. Quoi. Oui, voilà. Il savait ce qu'il faisait en nous virant de cette radio. Claudine, la copine de ma camarade Piquet, et Claudine qui est une accro d'art aussi, qui a une bibliothèque, je vais lui chourer un de ces quatre, je vais faire un casse, un fric-frac. Non, Claudine, pas peur, là. Je parle beaucoup, mais j'agis peu. Annick, par contre, elle parle beaucoup, elle agit beaucoup, qu'on a rencontré dernièrement. Moi, je remercie Annick pour les 2 demi de bière que tu m'as offert. Et puis, alors, c'est vrai, on va dans un bistrot pour discuter. Il y avait Annick et Marie-France. On discutait de nos petits problèmes et tout ça. Et alors, il y avait une serveuse, ou je ne sais pas, polonaise. Et comme on parlait de la Palestine, elle était tellement contente de nous entendre parler de la Palestine, la serveuse ici, qu'elle nous a offert le 3e demi de bière gratos. Voilà. Alors, on commençait à chanter avec Annick. Ouais, moi, je précise que Marie-France et moi, on n'a pas picolé. Non, on a bu un Perrier citron. Mais non, avec Annick, on n'était plus. Bon, bref. Et notre stalinien préféré, Jean-Claude, dont on n'a plus du tout de nouvelles, je pense qu'on n'en aura plus du tout, mais on parle quand même de lui, parce que ça nous rappelle des bons souvenirs. Jean Peluzzi du Val d'Oise, qui est toujours fidèle au poste, si on peut dire. Corinne et notre camarade tapissière d'élite, grande artiste. Je ne plaisante pas du tout. C'est une très, très grande artiste et on adore son travail, ma camarade et moi, de tapisserie, justement. Notre Alsacienne du Caire, Joël, qui est toujours, paraît-il, dans ses parages du Caire. Sabine, Anne-Emmanuel et Frédéric, 3 artistes aussi de la même veine. Frédéric, il est dans le Schnorr. Voilà, donc il vient de temps en temps à Paris. Je pense qu'il loge dans le petit studio de Corinne, c'est ça. Ça vous regarde pas, après tout, pourquoi je raconte ça. Juliette Planck, une graveuse aussi qui s'est exilée, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, qu'on se demande bien pourquoi, on n'a toujours pas résolu cette énigme, mais par contre, sa gravure, c'est pas une énigme, c'est magnifique. Clément, alors là, le Vincent Van Gogh de la gravure, qui crèche, on ne sait pas où, à Vincennes, je pense, en dernière nouvelle, et qui grave sur tout ce qui bouge, comme je répète à chaque fois, mais c'est vraiment hallucinant ce qu'il fait. Et là, j'ai devant les yeux une gravure qui m'a gentiment offert, enfin, il l'a offert à l'émission à Racaille. Et vraiment, chaque fois que je la regarde, j'hallucine, parce que c'est d'une violence, d'une force et d'une beauté invraisemblable. Voilà, oui, c'est vraiment le Van Gogh de la gravure sur bois. Agnès Dubar, une graveuse aussi, on en a beaucoup comme ça, qui elle aussi a leur relégation dans l'Ariège, dans un trou du cul du monde, pas possible. On se demande pourquoi. Pourquoi elle est partie de Lille, une ville où j'aimerais vivre. Enfin bon. Fred et Geneviève, des carnetistes tribulants, Pierre-André Danguin, Thierry Morceau, un graveur belge, mais alors, bref, enfin, on ne vous en dit pas plus parce que ça commence à faire beaucoup. Colette, la compagne d'Odon, ce magnifique, cet immense artiste trop tôt disparu. Jacqueline, la compagne de Raymond Imbert, cet immense artiste, lui aussi trop tôt disparu. Liliane et Laurence, 2 écrivaines qui écrivent sous le pseudo de Claude Isner, voilà, des polars, mais je vous dis pas, ça déménage. Et vous les verriez, vous n'avez pas l'impression qu'elles écrivent des polars. Hein. Ouais, il y en a même une qui est aussi en même temps qu'elle est écrivain, elle est bouquiniste sur les quais de Seine, voilà, du côté du quai Montebello. Voilà. Avec Notre-Dame derrière, un paysage de rêve. Ah oui, un paysage de rêve, sauf que le bruit des bagnoles, c'est pas très supportable. Michel Pelloual, un peintre aussi, mon voisin du dessus, et Marie-Christine Perrondet, notre Perrondet. Oh, il faut
faut que je le corrige, Pérondet, oui, enfin bon, je le corrigerai jamais, mais bon, qui est une syndicaliste, je vous dis, c'est la première fois que je rencontre une syndicaliste, et un syndicaliste d'ailleurs, le syndicaliste c'est Christophe, son compagnon, je crois. Voilà. Alors la vie de ces syndicalistes, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer, que j'imaginais pas. Mais maintenant que je les connais, j'imagine. Difficilement, mais j'imagine. Voilà. Notre émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Je veux cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi. Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi, nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté, liberté chérie, ce qu'on la tue, non que l'odeur, amour sacré de la patrie, et la